Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors au menu ce soir, on parlera de plusieurs matériels de guerre qui ont été saisis à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso sur l'axe Nafongolo près de Diawala. Ensuite, la réélection à Yamoussoukro du président Pascal Affi N'Guessan qui revient donc à son poste et aussi comme candidat du parti à la présidentielle de 2025. Nous reviendrons aussi sur l'affaire, la découverte macabre faite ce week-end à l'ancienne décharge d'Akwedo. Et enfin, pour terminer, en seconde partie, nous aurons M. Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP. C'est la révision de la liste électorale qui centralisera notre attention. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est lundi, excellente semaine à vous. Merci de votre fidélité à ce programme. Tous nos téléspectateurs du nord de la Côte d'Ivoire, du centre, de l'est à l'ouest, évidemment au sud, nous vous saluons, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Depuis vos différentes positions, c'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons donc attache avec vous ce soir et aussi ceux qui nous regardent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Nos amis sont là en espérant qu'ils aient passé un excellent week-end. Je commencerai par Aïcha Crépi, bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir messieurs. Bienvenue. Herman Aboua, bonsoir, merci. Bonsoir Christelle, je voudrais profiter pour saluer les populations d'Alosso 1 et 2 qui sont dans le département d'Alépé. Bonsoir, il y a des challenges souvent pour arriver là-bas, mais les routes, on va les adresser. Très bien, merci beaucoup Herman. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir merci Christelle, merci beaucoup. Je voudrais en tout cas féliciter le jeune Shadrach Loma qui nous a gratifié d'un excellent conseiller au Palais de la Culture. Franchement, je le découvrais et je suis vraiment reparti satisfait. Tout porte à croire effectivement qu'on a des talents vraiment au niveau ivoirien, sur le plan musical et surtout sur le plan religieux. Vraiment bravo à toi Shadrach. En tout cas, tu as rempli le palais, tu le méritais vraiment. Merci. Merci beaucoup Élisée. Daouda, on termine avec vous. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à vous. Et j'aimerais profiter pour saluer M. Niango Camille, qui est le grand frère de Abrik Niango. Ah oui, oui, oui. Oui. Agbassi. Voilà, que j'ai... Un année de la télévision nationale. Voilà, que j'ai rencontré aujourd'hui à l'Institut Pasteur. Il m'a dit, sa femme me disait qu'on ne change pas la chaîne à 19h. Et j'ai tenu à dire bonsoir à Niango. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer tout le personnel de l'Institut Pasteur de Cocody. Ils ont été véritablement très charmants avec moi. Je tiens à vous dire vraiment merci. J'avais des examens à faire, je pensais que c'était très cher, mais arrivé là-bas, le coût était vraiment très réduit. Bien. Bravo. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas parce que c'est moi, mais les coûts sont comme ça. Voilà. Très bien, alors quand on part à Séguéla, à Korogo, à Kong, à Bandoukou, au Diéné, à Bouna, à Kafolo, à Toubo. Ensuite, quand on descend à Nuasu, d'accord, Marius n'est pas là, on les salue. Au centre de la Côte d'Ivoire, Boaké, Katiola, Yamoussoukro, Dimbokro, Béoumi. Aidez-moi, hein, vraiment. Bodokro. Bon, enfin, c'est une ville, Bodokro. Ouais, Bodokro. Une sous-préfecture, une ville. C'est une ville. Très bien, en tout cas, on les salue. On descend, on vient maintenant au sud, bon, à Abidjan, évidemment. Bonois, Aféry, San Pedro, Tabou, Dabou également. Même toi, tu es toujours ouvert chez toi là-bas, en fait. Mais en tout cas, toutes nos villes qui sont aux frontières de notre pays, hein, la Côte d'Ivoire fait quand même... Montézo aussi. Hein. J'aimerais saluer Daouda. C'est très important pour moi. J'aimerais saluer toute la population du Burkina Faso, de Ouaga, de Banfora. Voilà. Et aussi de Mali, Ségou, Guinée, Tombouctou, Guinée. Niger, je vous salue. Du Sénégal. C'est pas une émission dédicace. Merci beaucoup. Alors, messieurs, la gendarmerie ivoirienne, donc des coups à découvert, donc c'était dans la nuit du samedi au dimanche, un important matériel de guerre près de la frontière avec le Burkina Faso. Alors, l'équipement saisi, on a entre autres des chargeurs de radio portatifs, 44 batteries, 137 antennes de radio, 2 caisses de munitions de 7,5 mm, 4 chargeurs AK-47, 7 tenues de treillis, un fusil, enfin bref, une paire de rangeurs, c'est 3 obus de roquettes. Pour l'instant, les propriétaires de la destination de ce matériel ne sont pas encore connus, mais cela évidemment, on va dire Dieu merci, nos forces de l'ordre ont fait un travail
extraordinaire. Commençons justement sur ça, Daouda. Alors, est-ce qu'on peut retracer le contexte? Dans quel cadre notre gendarmerie nationale fait cette découverte-là, Daouda? Déjà, il faut dire que les hommes du général Apalo qui étaient en patrouille à nos frontières ont vu 2 kidams qui, ayant été surpris, ils ont délaissé leur chargement et ils ont pris la poudre d'escampette. Donc, quand les soldats se sont approchés, ils ont fouillé, ils ont fait la vérification, ils ont constaté qu'ils avaient véritablement un gros matériel de guerre en leur possession. Quand j'ai fini de dire tout ça, je dis que cette situation, en fait, pour moi, montre l'ampleur de la circulation des armes dans la région sahélienne, qui aujourd'hui est en proie à l'instabilité politique. Mais à l'instabilité politique, il faut ajouter le terrorisme. Oui. Ça, c'est la première chose. N'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire, bien que relativement stable, est confrontée en fait à des tentatives d'infiltration sur le territoire. On a vu qu'il y a eu des attaques terroristes à Kafolo, et ce n'est pas pour rien que j'ai dit Kafolo. On a eu des attaques terroristes, des attaques à Toubo. On a eu même ceux de Bouna, qu'il ne faudrait pas oublier. Maintenant, ce type de découverte, en fait, met en lumière l'importance, pour moi, d'une collaboration étroite entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et justement, j'interviens là, Daouda. À une certaine époque, on avait des patrouilles communes, mixtes. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire fi, justement, de certains différents politiques et aller à la sécurisation de nos frontières? Effectivement, vous avez parlé de la patrouille mixte, ça faisait partie de l'opération Komoué qui existait. Même quand le militaire Damimba avait pris le pouvoir, cette patrouille, cette opération-là existait toujours. Colonel. Voilà. Malheureusement, quand le capitaine Ibé est venu au pouvoir, il a mis fin à toutes ces opérations-là. Donc, techniquement, ça devient très difficile. On a vu 2 de nos gendarmes qui ont été arrêtés. Il y a 2 de leurs soldats aussi qui ont été arrêtés. Il y a des tensions, en tout cas. Voilà. Donc, il y a un peu de tension. Mais je ne vous cache rien. C'est plutôt le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit quoi? Ibé. J'ai dit le capitaine? Ibé. Tu as dit Ibé. Ibrahim Traoré. Mais le capitaine Traoré, voilà, je reviens sur mes idées. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une collaboration très étroite entre nos voisins et nous-mêmes. Parce que la lutte contre le terrorisme, en fait, c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas contre qui on se bat. Donc, pour pouvoir lutter contre ça efficacement, il faut qu'il y ait une collaboration très, très étroite. Et cette saisie de matériel de guerre souligne pour ma part l'efficacité des patrouilles régulières et des contrôles renforcés dans les zones frontalières. Donc je vais m'arrêter là pour laisser aussi les autres s'exprimer sur la question. Aïcha, quand on finit de dire cela, du fait déjà que ce matériel important a été découvert, on dira, voilà, alléluia, paix sur la Côte d'Ivoire et bravo aux forces de l'ordre. Oui, déjà, bravo à nos forces, à nos gendarmes et à toutes nos patrouilles aux frontières. On rappelle que le Mali, le Burkina, le Niger font partie des pays les plus touchés par le terrorisme au monde, les 10 pays en tout cas les plus touchés. On est quand même frontalier à des pays qui font assez peur en ce moment. La situation au Burkina Faso, de manière générale, est problématique à plusieurs niveaux. On est sur un climat d'insécurité, je l'ai dit. En raison du terrorisme, des tensions diplomatiques aussi qui n'arrangent pas les choses parce que la coopération justement entre nos 2 États est très importante et le régime en place, qui est un régime quand même militaire, faut-il le rappeler. L'inconnu, on est dans l'inconnu en fait parce qu'on ne sait pas d'où viennent les armes, on ne sait pas où elles vont en tout cas officiellement. Donc ça alimente aussi quelques spéculations à l'approche à moins d'1 an des élections présidentielles qui ont duré 10 ans, qui ont créé 10 ans de guerre quand même en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'accuse pas un camp ou l'autre, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça allait, mais c'est un problème justement. Et ça peut aller dans les 2 camps parce qu'on est sur un régime militaire de l'autre côté. Donc la coopération est plus que souhaitable. Parce revenir à ces patrouilles mixtes là. Oui, l'ennemi commun c'est quand même le terrorisme. Je pense que ça dépasse, ça trépasse en fait toutes les idéologies politiques qu'on peut avoir. La population est quand même l'objet. Je veux dire, la politique, c'est quand même bien gérer la cité. S'il n'y a plus de cité, comment on fait? Donc je pense qu'on peut faire fi et accepter que le voisin ne soit pas sur la même ligne idéologique que nous lorsqu'il s'agit de sécurité. Ça fait des années que Boko Haram, pour citer cette organisation-là, sévit au Nigeria, dans d'autres pays. Hier encore, ils ont fait 17 morts, soldats tués. Nous ne voulons pas de cela ici. Sur nos terres, la vie des Africains est assez difficile comme ça. On ne peut pas se permettre en fait un climat belliqueux. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis à l'heure où l'Europe est en train de reproduire justement ce qu'ils ont déjà créé, donc des guerres, il y a moins d'1 siècle, je pense qu'on peut se démarquer justement en se rapprochant les uns les autres. Il faut que les passions dépassent
il faut que les patients soient moins importantes que la préservation en fait, des populations, qui seront les plus importantes du monde dans quelques années. Et d'ailleurs, on a un très bel exemple, je terminerai là-dessus, de coopération, parce que pas plus tard que hier, si je ne me trompe pas, on a déjoué, la BRI de Boitiers a déjoué le plan donc a interpellé à Boitiers deux Kidal, voilà, pour un vol en réunion de 56 millions à Ouagadougou. Donc Interpol Côte d'Ivoire, voilà. Ça, c'est un très bel exemple de coopération malgré toutes les tensions diplomatiques autour. Sécurité, diplomatie, c'est complètement opposé. Et avant cela, on a eu aussi la présence de la ministre de la Culture ivoirienne qui était à Ouagadougou pour le CIAO. Donc on espère en tout cas que ça montre les jalons d'une belle décrispation entre nos deux pays, parce qu'in fine, on en bénéficiera. Herman, quel est votre commentaire justement sur cette affaire? Moi, je pense que cette situation-là prouve que la situation sécuritaire délétère est fragile. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est vrai que c'est un grand arsenal. Aujourd'hui, on n'a pas pu mettre la main sur les deux, j'allais dire assaillants, les porteurs de cet arsenal-là. On ne peut pas avoir bien plus d'informations qu'analyser l'environnement général. Au moins, si on avait quand même ceux-là comme témoins, ils allaient peut-être dire les intentions ou bien le projet qui était cela. Moi, je dis au-delà de ça, on est conscient que la situation au niveau de nos frontières ou bien nos bisbilles avec certains États avec lesquels nous sommes transfrontaliers, il faudrait qu'on puisse régler ces différends. Mes prédécesseurs l'ont dit. Au-delà de cela, il faut voir aussi en interne. Moi, je pense que lorsqu'on n'arrive pas à adresser les questions politiques entre acteurs politiques, lorsqu'on ne s'entend pas sur certains sujets et lorsqu'il y a des échéances comme ça, souvent, il y a des personnes mal intentionnées qui prennent cela pour prétexte et qui réussissent souvent. En Côte d'Ivoire, ici, on sait bien que par le passé, le Burkina Faso a été une base aérienne des tentatives en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, par moment, on voit que le Burkina accuse aussi les autorités, des mains ivoiriennes obscures de déstabilisation. Que ça soit vrai ou pas, dans tous les cas, c'est ces genres d'ambiance-là que ceux qui ont de mauvaises intentions utilisent pour le faire. Aujourd'hui, on a vu un gros arsenal. On peut mettre ça sur le compte du terroriste qui prend de l'ascendance. On peut mettre aussi... C'est très présent. Voilà, dans tous les cas, ces genres d'images-là, les populations, ça les mène à spéculer et à avoir grandement peur. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui gèrent le pouvoir, fassent en sorte de trouver le juste milieu et avec leurs relations avec les États, les pays concernés, avec lesquels on partage les frontières, et aussi bien avec les acteurs politiques en interne. Très bien. Alors, vous faites le rapport avec la stabilité interne, l'atmosphère qui devrait être préservée par les acteurs politiques pour éviter justement que ce genre d'action ait pignon sur rue. Oui. Je comprends bien votre pensée. Bien. Élisée, quel est votre regard là-dessus? Ok, moi j'ai deux commentaires sur cette situation-là. La première chose, c'est qu'il y a déjà une velléité de déstabilisation. C'est vrai qu'on le dit très peu, mais c'est une réalité. Mais est-elle nouvelle, Élisée? Est-elle nouvelle? Non, c'est ce que je dis. Je dis qu'on en parle très peu, mais c'est une réalité. Il y a de réelles velléités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et du régime en place. Ça, c'est un secret pour personne. Voilà, je pense que c'est parce que les services de sécurité essaient plus ou moins d'être le plus efficace possible, de communiquer moins pour ne pas alerter les populations. Sinon, en termes d'attaques terroristes déjouées, je ne pourrais pas vous donner de nombre ici, mais déjà quand on était en 2019, on avoisinait déjà près d'une trentaine de tentatives qui avaient été présentées par les forces de défense et de sécurité. Oui, plus d'une trentaine de tentatives qui avaient déjà été contrecarrées. Et ça continue. Chaque jour que Dieu fait, il y a des velléités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Donc, le premier commentaire, ces éléments-là viennent corroborer justement cette thèse-là qui montre qu'il y a des velléités réelles d'attenter à la quiétude et à la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, quand je le dis, je regarde vraiment nos acteurs politiques pour leur dire que vous voyez l'intérêt qu'il y a, en dépit des divergences politiques, de préserver l'essentiel. Vous rejoignez le point d'Herman, en fait. Mais c'est des terreaux fertiles. Vous allez rester dans des querelles intestines pendant que des personnes qui ne sont forcément pas même sur le territoire ivoirien, ni même qui ne sont pas ivoiriennes, sont en train de travailler dans le but de déstabiliser le pays. Donc, il faut être très vigilant. À un moment donné, on se lève au-dessus des querelles politiques, des positions partisanes pour l'intérêt du pays. Aujourd'hui, on est en train de faire la politique,
on a le temps de se lancer des invectives parce qu'on a une certaine quiétude. Demain, quand ça ne sera pas le cas, je ne vois pas qui sera en train de faire des meetings ici ou bien qui sera en train de courir pour demander à des gens de s'enrôler. Parce que tout le monde sera en train de chercher une sécurité, même la plus précaire possible. Donc, ça, c'est une réalité. Déjà, il faut qu'on retienne ça. Il y a une volonté manifeste, en tout cas, de déstabiliser le pays. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut plus voiler. Dieu merci, les autorités sont données les moyens aujourd'hui de contrecarrer toutes les velléités et les offensives, mais Dieu seul sait jusqu'à quand on va tenir. C'est pourquoi je suis d'avis avec Daouda quand il dit qu'il faut une collaboration vraiment très franche entre les populations et les forces de sécurité. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui profitent, en tout cas du fait de, je veux dire, de cette hospitalité ivoirienne-là, du fait que les Ivoiriens soient très accueillants pour s'infiltrer et puis, justement, procéder à des tentatives de déstabilisation de ce sort. Deuxième commentaire que je vais faire, c'est de dire que on pourra peut-être reprocher beaucoup de choses, je vais dire, à notre armée. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, notre armée est montée en puissance. Et ça, c'est une vérité. Le dit, ce n'est pas être laudateur. Mais aujourd'hui, quand on regarde les résultats sur le terrain de ce que notre armée réalise, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, que ce soit la police, en tout cas toutes nos forces, on se rend compte effectivement qu'il y a un travail qui est fait. Non seulement il y a une conscience civique, vraiment de vouloir faire ce qu'il y a à faire pour l'intérêt du pays, et on sent que les uns et les autres sont montés en capacité et en efficacité pour lutter contre le grand banditisme. Moi, c'est une analyse personnelle que je fais qui n'engage que moi. Bien sûr. Mais je reste pertinemment convaincu qu'il y a quelque chose qui reste à éclaircir. La question des deux, ils n'ont pas été maîtrisés là. Pour moi, je pense que peut-être on ne veut pas nous dire la vérité, mais je ne suis pas sûr que ces deux-là, jusqu'à ce jour où je parle, n'ont pas été pris. Pourquoi vous mettez en doute justement les commentaires qui nous arrivent? Non, c'est des stratégies de défense. On peut dire qu'on n'a pas attrapé les personnes pour éviter qu'éventuellement les commanditaires ne se disent que, vu que les gars ont été pris, c'est sûr et certain qu'ils vont certainement, comment on appelle ça, faire un ratissage et arriver à nous. Donc on peut dire que ces gens se sont échappés. Mais dans la réalité, peut-être qu'elles ne sont pas échappées, on les a pris. Donc il y a des stratégies de défense. Moi, à la capacité opérationnelle aujourd'hui de notre armée, dit qu'on a vu deux gens qui se fuyaient et puis ils ont laissé leur arsenal et que ces deux-là, elles se soient volatilisées dans la nature. Je ne dis pas que l'information n'est pas vraie, mais je mets vraiment ça en doute, quoi. Très bien. Alors, je reste avec vous, Élisée. Ouais. On parlait tout à l'heure justement des patrouilles mixtes qui étaient faites à l'époque justement à l'effet de mieux sécuriser nos frontières. Si elles ne sont pas, si ce n'est pas encore réglé, parce qu'on prie tous que la stabilisation, du moins la paix, la sérénité, reviennent entre nos deux États. Si ce n'est pas fait, vous avez dit, on ne sait pas pendant combien de temps on pourra tenir. La Côte d'Ivoire, en l'état actuel, avec nos forces, leur engagement, leur patriotisme, leur civisme, on pourra quand même, selon vous, j'aimerais avoir votre avis, tenir quand même tout seul face à cette menace. Qu'en pensez-vous? Enfin, quel est votre avis là-dessus, Élisée? Vous savez, on est face à plusieurs menaces. Il y a, je dis, des menaces de déstabilisation qui sont du fait du terrorisme, pour lesquelles, moi, je reste convaincu qu'il faut une synergie d'action entre les différents pays pour pouvoir l'endiguer. Et puis, il y a des velléités de déstabilisation insufflées par des régimes qui veulent voir d'autres pays sombrer. Et donc, ils travaillent à cet effet-là. Voilà. Donc, eux, par contre, c'est de la responsabilité de l'État de se donner les moyens de pouvoir combattre ça, endiguer cela, en tout cas mettre sous l'éteignoir ces velléités. En attendant que les accords avec les pays soient faits. Et je pense aujourd'hui qu'avec les capacités opérationnelles qu'on a sur le plan militaire, on a les ressources, en tout cas pour ce type de menace-là, de pouvoir apporter la riposte. Ça, je le sais. Maintenant, comme je le dis, la question terroriste, qui reste une guerre asymétrique, comme l'indiquait Daouda, donc avec un visage qu'on ne peut pas forcément identifier. Voilà, ça, par contre, on a besoin vraiment de la collaboration, et si bien des populations, mais en tout cas de la collaboration inter-État pour pouvoir l'endiguer. Daouda, un commentaire? Oui, pour moi, en fait, cette prise, cette saisie, en fait, est un signal fort qui est envoyé aux groupes armés, mais aussi au réseau de trafic. Parce que, oui, moi je dis, là aujourd'hui on parle de deux personnes. On ne sait pas si ce sont des terroristes, on ne sait pas si ce sont des bandits de grands chemins, mais une chose est certaine, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes leur envoient un signal fort et leur dit que les frontières ivoiriennes sont surveillées, sont contrôlées, mais aussi, et surtout, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont prêtes à réagir dans toute éventualité. Ça, c'est le premier point, premier commentaire. Le deuxième commentaire, j'aimerais revenir sur ce que Aïcha a dit. Et ça, c'est une information qui est très importante.
quand 2 bandits de grand chemin volent combien? 56? C'était 58 millions. Si 56 millions de francs CFA oui. au Burkina. Oui. Et que Sont attrapés à on Boaké. appelle les forces ivoiriennes, le BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui met la main sur eux et qui sont automatiquement transférés au niveau du Burkina par le biais d'Interpol. Cela démontre la force de la coopération inter-État. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, pratiquement tous les pays africains, avec des pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, dans le think look, s'entraînent pour lutter contre le terrorisme nuit et jour. Mais malheureusement, il y a un État qui est au-dessus de nous, mais qui aujourd'hui est en proie au terrorisme. Quand on regarde les chiffres, mais c'est exacerbant en fait. Très Et bien, finalement, Daouda. qui refusent de coopérer, je trouve que c'est véritablement dommage. Alors Aïcha et Herman, ce sera le dernier point. Quand on D'accord. regarde un peu ce qui s'est passé avec les Kidam, ceux qui ont pris donc 56 millions Burkina, 58, ouais. 56 là, Pardon, 56. 56 qui ont été donc rapatriés par Interpol, Tout à ils ont fait. contacté le BRI ici. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que les États quand même échangent et que peut-être au niveau politique, c'est un peu grippé, mais la coopération à certains niveaux continue? À certains niveaux, justement, et encore heureux. Et je pense que peut-être que c'est d'un autre... Enfin, c'est pas dans les deux sens que ça fonctionne pas. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire tend un peu plus la main, corrigez-moi si je me trompe, que l'autre camp, qui a des griefs un peu plus importants, qui accuse régulièrement la Côte d'Ivoire de certaines choses. Donc, de notre côté, en tout cas, puisque c'est nous qui sommes allés interpeller justement la Côte d'Ivoire, ces deux messieurs. Donc, de notre côté, je pense que le dialogue n'a jamais été rompu. Très bien. Et c'est pour ça que je dis les tensions politiques ou bien les différences idéologiques ne doivent pas empiéter sur la sécurité intérieure. Très bien. Herman, votre point, on termine là-dessus. Moi, je voudrais dire, vous savez, aujourd'hui, quand même, des armes à chuter, hein, ceux qui... Mais lorsque mes 2 amis parlaient tout à l'heure, on voit qu'ils ont fait l'inventaire de tout l'arsenal de défense, de réaction militaire de la Côte d'Ivoire, mais c'est bien de savoir que notre pays soit aussi prêt à réagir face à ce genre de trucs-là. Généralement, les armes, les mitraillettes, enfin, tout ce qu'on a cité là, ont des codes, parce que les armes ne circulent pas, ont des bien codes sûr, pour leur provenance, tout cela. Donc, on peut savoir exactement la provenance de cela. À moins, si on ne le sait pas, peut-être que ce sont les armes qui circulent depuis la chute de Kadhafi, du président libyen Kadhafi, depuis longtemps. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit, hein, que la source soit terroriste, que la source soit une source d'intention de déstabilisation d'un pays ou l'autre, il faudrait adresser ces questions-là. Les questions politiques, notamment l'ambiance entre les États, il faut pouvoir les adresser. Je parlais justement de la coopération entre les États au vu donc de... Au vu de ce qu'on a vu, effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres cas où on sent quand même que, même si au niveau de la tête, on sent un ralentissement de rapprochement, l'essentiel est préservé. Donc c'est tout à fait heureux parce que Interpol, je pense bien que nos pays, nos différents États ont ratifié tous dans les accords, pour toutes ces structures-là. Donc, nos États collaborent au niveau de ces entités-là. Donc, moi, je pense qu'on peut espérer, parce que ce n'est pas une fermeture. La preuve en est qu'on entend souvent qu'on a rappelé tel diplomate, mais en réalité, les mêmes diplomates-là restent dans nos capitales. Merci beaucoup, Herman. Dans tous les cas, félicitations donc aux forces de défense et de sécurité pour le travail extraordinaire qu'elles font. Et on continue donc de regarder et puis de croire que notre pays sera toujours en sécurité. Messieurs, je vous envoie à Yamoussoukro pour le 5e congrès avec nos téléspectateurs, pour le 5e congrès du Front populaire ivoirien qui a réélu Pascal Affi-N'Guessan comme candidat, comme président et candidat du parti pour les échéances présidentielles de 2025. Daouda part-il renforcé malgré la crise? Il a été réélu quand même à la majorité totale des voix. On va dire 80, on est à 99. Voilà, ça c'est vraiment la majorité. Alors Daouda, commentaire? 99,34%. J'ai envie de dire score soviétique pour Pascal Affi-N'Guessan à Yamoussoukro. Oui. Mais c'est soviétique. C'est soviétique, pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Bon, d'accord, allons-y. C'est un score soviétique. Selon vous, il est soviétique, allons-y. Voilà, mais pour ma part, Pascal Affi-N'Guessan accède là à une victoire à la Pyrrhus.
où aujourd'hui... Ça veut dire quoi, Daouda, victoire à la Pyrrhus? Je sais bien, mais c'est pour ceux qui Oui, peut-être... une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qu'on a, mais quand finalement on regarde, on a perdu beaucoup de choses. Lesquelles? C'est là où j'allais en arriver. Aujourd'hui, M. Pascal Affi N'Guessan conserve la présidence du FPI. Il porte les espoirs du FPI. Je pense qu'il a dit, avec son programme de gouvernance, les 90 000 milliards. Là, je pense qu'on est en train de frôler le milliard du président Alassane Ouattara. Mais ce triomphe s'accompagne, pour ma part, de la perte de plusieurs de ses lieutenants. Okay. Parce que quand aujourd'hui tu es parti à une élection présidentielle et que toi-même, c'est-à-dire qu'au sein de ton parti, tu as un courant, ou j'ai envie de dire même une dissidence qui s'est fait appeler au courant, qui est au sein de ton propre parti. Qui a quand même été débouté par la justice. Hein? Oui, c'est même pas ça qui est le plus important. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est qu'au sein de ton propre parti, tu as une dissidence qui ne dit pas son nom, qui s'est fait appeler courant. Première chose. Mais la deuxième chose aujourd'hui, c'est que tu as des gens comme Dago Godé qui représentent quelque chose, même si on dirait qu'il ne pèse rien, mais ils représentent quelque chose dans leur région. Tu as des gens comme Diabaté Bey qui, au niveau de Boundiali, représentent quelque chose là-bas. Diabaté Bey suspendu quand même. Oui, et même exclu pour 3 ans. Et Aboudraman suspendu pour 5 ans. Donc finalement, un gars comme Aboudraman et autres, qui ont été tes lieutenants, qui ont été des fers de lance de ta lutte contre l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, quand aujourd'hui tu les mets à l'écart et que tu dis je vais aller gagner les élections, je me demande bien sur quoi est-ce que M. Pascal N'Guessan veut compter, mais pour ma part, j'estime qu'il sera encore une autre fois la 5e roue d'une autre carrosse. Aïcha, est-ce que vous partagez... C'est une carrosse, c'est ça, non? C'est vous qui parlez de carrosse. Voilà, dans tous les cas, c'est une carrosse. Aïcha, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on va parler avec vous du carrosse? Non, moi je ne parlerai pas de carrosse. Vous vous dites, attention, il a été quand même porté par... des militants, par les structures spécialisées donc, du parti. Il portera la voix du FPI pour les élections. Il a quand même peut-être toutes ses chances. Réaction Aïcha. Bon, déjà, moi, je suis contente d'entendre parler de programmes, d'entendre parler de personnes élues, même si on savait que ce serait lui. Après, il avait des dissidents, il s'en est débarrassé, entre guillemets. C'est aussi le jeu politique. Après, est-ce qu'il pourra avancer sans eux? C'est quand même des lieutenants, hein, comme Daouda l'a dit. On parle de il n'y a pas que au parti, évidemment, on parle de 4532 militants à Yamoussoukro qui étaient présents. On s'imagine qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, il y en a d'autres. C'est quand même le parti initialement qui a été élu pendant 10 ans. On suppose qu'il y a d'autres personnes derrière. J'aimerais parler plutôt de l'offre politique, parce qu'enfin, on parle un peu d'offre politique, au-delà de parler de conflits autres que cela. On parle d'un programme chiffré, comme Daouda l'a dit, à 90 milliards, 90 000 milliards de francs CFA. On parle d'un projet baptisé La Renaissance d'une nation pour le bonheur du peuple, avec quelques piliers qui reposent sur des ruptures à tous les niveaux, rupture étatique, rupture avec la pratique du pouvoir, rupture au niveau de la sécurité, justement. La suppression du Sénat. La suppression du Sénat, une 4e République. Alors tout ça, c'est bien beau. Effectivement, tous les partis en opposition, en général, ont ce type de discours, de programme avec des ruptures. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place, par exemple, du Sénat? Qu'est-ce qu'on fait avec les 90 000 milliards de francs CFA? Comment est-ce qu'ils sont répartis exactement? J'aurais bien aimé entendre ça. C'est peut-être trop tôt, parce qu'on nous parle de projet, de programme. Donc voilà. Et puis, ce que j'ai retenu, par contre, c'est la refondation de l'État-nation. Et puis... il a dit « Je porterai les aspirations pour construire ensemble une Côte d'Ivoire toujours plus unie et solidaire dans sa diversité. » Pour moi, ça, c'est un défi. Parce qu'on parlait tout à l'heure du Burkina. Le Burkina peut trouver des aides, je parle des terroristes, dans le nord de la Côte d'Ivoire, parce que certaines personnes dans le nord, à l'ouest, à l'est, se sentent plus proches des pays voisins que de certaines ethnies en Côte d'Ivoire. C'est ça la difficulté en fait d'un pays aussi divers. Donc la construction de l'État-nation, de choses qui nous rassemblent, je pense c'est primordial, très important. Et c'est un défi. C'est un défi. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Ok. Il y avait même une question que moi je me posais. Il les mobilise comment les 90 000 milliards? Est-ce que vous avez la parole? Non, non, c'était juste une question comme ça. Je ne le pense pas. Par contre, le parallélisme que vous avez fait, Aïcha, peut-être qu'on reviendra là-dessus. D'accord. Sur la capacité d'avoir la nation en soi et que d'être plus proche, projet commun. Voilà, plus proche des pays voisins, que d'appartenir à la fibre ivoirienne. Voilà, je peux donner un exemple. Allez-y. On peut dire que les Akans, qui je crois sont du côté de l'Est, de la Côte d'Ivoire, en tout cas le pays... les Akans du côté de l'Est de la Côte d'Ivoire. Oui, sont plus proches, par exemple, peut-être, sont plus proches des Ghanéens qui sont à côté.
Et on peut considérer C'est une peut-être... question ou- Oui, c'est une question, Ah, c'est très une question bien. ouverte, que peut-être les gens du Nord sont plus proches, par exemple, je parle d'atomes crochus, hein, que ceux du Burkina Faso, que de d'autres personnes qui sont à l'intérieur du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de ressemblance, je parle d'atomes crochus, je parle de choses qui font qu'un État est nation, parce qu'il a parlé d'État-nation en fait. Très bien. L'État-nation, c'est toute une construction à faire. Très bien. C'est un roman national qu'on doit créer ensemble. Mais je pense que toute la Côte d'Ivoire, les 362 voilà, kilomètres carrés, au-delà des appartenances ou de ce que l'histoire pourrait nous dire qu'on viendrait de tel ou tel, on a quelque part réussi à avoir une appartenance à la vie et à la société ivoirienne. Après, c'est des choses qu'il faut encore bâtir, renforcer par des actions. Herman, quel commentaire justement faites-vous de l'élection du président candidat Afin N'Guessan pour 2025? Déjà, je vais commencer par dire à Daouda que ça ne ressemble pas forcément à une victoire pyrrhique, parce que la victoire pyrrhique, oui, c'est victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui fait allusion au roi Pyrrhus d'Épire, 280 avant Jésus-Christ, qui s'est battu en Italie avec ses forces, mais qui a perdu tellement d'hommes Voilà. que finalement, sa victoire a été un peu annulée par ce sentiment de perte-là. Donc, il n'y a pas forcément de succès. Donc, pour revenir à ça, ça ne descend pas au cas qu'on a. Le cas qu'on a avec Pascal N'Guessan, c'est que quand même, les gens disent qu'ils sont forts sur le terrain. Il y a eu des dissidents. Mais à Yamoussoukro, il y a eu quand même 4500 délégués pour des congressistes qui sont venus des bases et des fédérations de ce parti-là. Et en plus de cela, au-delà de cela, on a vu que déjà la justice ivoirienne avait donné, avait plutôt vu que la démarche des dissidents, ce n'était pas une démarche qui était juste au regard des statuts et règlements intérieurs du Front populaire ivoirien. Voilà pourquoi la justice a demandé à ce que ce congrès se tienne. Donc, Afin N'Guessan plutôt a gagné parce qu'à montrer aux yeux des gens que ceux peut-être qui se plaignent, qui veulent autre chose, ils ont peut-être d'autres intentions. Voilà. Et minoritaires peut-être. Et ils sont minoritaires. La preuve en est. Aujourd'hui, Afin N'Guessan sort de ce congrès renforcé à d'autres titres. D'abord, il est réélu président, ce que les autres contestaient. Et en plus de cela, il a été choisi par les congressistes comme candidat de son parti. Il n'y a pas mieux pour dire que ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus. Autre chose, aujourd'hui, au-delà, comment on appelle, Aïcha l'a bien précisé, aujourd'hui, on a quand même un programme. C'est vrai que 90 000 milliards, j'ai envie de voir dans les détails comment est-ce que ça se fait, mais on sait bien que ce parti-là, le FPI, a l'habitude des programmes détaillés. On a vu ici, par le passé, le programme de refondation. Mais moi, ce que je veux dire concernant les programmes, pour moi, aujourd'hui, essentiellement, les chefs d'État qui se sont succédés après Félix Houphouët-Boigny, ou du PDC-RDA, ils ont tous essentiellement surfé sur les projets structurants, les schémas directeurs tracés par le père fondateur. Les ponts qu'on a fait, les 5e ponts, 6e ponts et autres, vous allez voir que le portefeuille de ponts à réaliser sur Abidjan et dans certains endroits sont déjà consignés dans un schéma directeur longtemps pensé. Il faudrait que nos États, nos leaders politiques, nos partis politiques, aujourd'hui, nous sortent un projet qui porte la Côte d'Ivoire sur de nouveaux schéma directeur et qui puisse structurer la Côte d'Ivoire qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, on comprend bien que rester toujours dans ce schéma directeur que le PDC ou bien le président Houphouët avait tracé, sur lequel les différents ses successeurs surfent, il y a des insuffisances. Très bien. Le projet de la décentralisation, enfin, du transfert, comment on peut la date de conjonction du Grand Abidjan n'est pas encore réalisé. C'est là que j'attends les partis pour terminer. Pour terminer, c'est pour dire qu'au-delà de tout, aujourd'hui, quand même, Pascal Afin N'Guessan, il a les rênes de son parti politique. C'est vrai que ces lieutenants qui sont partis, certainement dans leur région, dans leur base, ont des militants avec eux, mais je ne crois pas que ça puisse, au regard des images qu'on a vues de Yamoussoukro, ça puisse ébranler ce parti. Le processus, très bien. Merci Herman. On n'a pas assez de temps, sinon j'allais revenir sur pas mal de questions justement avec vous, mais on va quand même avancer parce qu'on a un dernier sujet. Avant le 1945, Élisée Bouloube, votre point sur la réélection justement de Pascal Afin N'Guessan. Malgré les tempêtes, il a tenu, le parti l'a adoubé, il est candidat pour 2025. Je pense que c'était plus ou moins attendu. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Nous savions que Pascal Afin N'Guessan allait être réélu. Maintenant, c'est le score aussi qui
qui est très interrogateur, 99,34%, c'est dit qu'il a été simplement, comme vous l'avez si bien dit, adoubé. Voilà, donc ça, ce n'est pas très surprenant. Moi, je note déjà des évolutions à travers ce congrès. Lesquelles? Déjà, dans un premier temps, le débat politique, le FPI nous fait évoluer dans le débat politique en nous projetant sur ce qui est nécessaire et utile pour les populations, à savoir qu'est-ce que vous nous proposez. Un programme. Voilà, et sur cette base-là, déjà, je pense que le congrès du FPI tire son épingle du jeu et je crois que ça va entraîner tous les autres partis politiques à comprendre qu'il faut faire évoluer le narratif, sortir des querelles intestines, et puis maintenant aller vraiment vers des choses concrètes qu'on veut proposer aux Ivoiriens. C'est vrai, 90 000 milliards sur 5 ans, quand j'essaie de repartir, on est autour de 20 000 milliards environ. 20 000 milliards par année. Par année, Voilà, donc on est largement mais au-delà de ce que le président Ouattara nous propose maintenant, environ 13 000 milliards. Oui. Donc on est largement au-delà. Donc je suppose que si ce programme il est validé, qu'il est adoubé par les Ivoiriens, je pense que ce n'est même pas un pont qu'on réalisera chaque 2 ans, mais peut-être que c'est 6 ou 7 qu'on va réaliser et puis vraiment en fait, développer le pays comme il se doit. Mais comme Herman l'a dit, on attend de voir un peu les détails de ce programme. Mais déjà, comme je le dis, je salue l'initiative. Et voilà, du FPI de nous proposer déjà un programme avec un nom évocateur et tout ça. Juste que je note qu'il y a une volonté de faire une autre république. Je pense que... Une quatrième, voilà, sur cet aspect-là, franchement, moi, je suis un peu réticent. Pourquoi? Je suis un peu réticent parce que, vous savez, on ne changera pas de république à chaque fois qu'on aura un président. Voilà, on a quitté Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, on est venu à Laurent Gbagbo de Nouvelle République. On est sorti avec Laurent Gbagbo de la Deuxième République, on est venu avec le président Ouattara dans une Troisième République. Afi N'Guessan, s'il est élu, est en train de nous dire qu'on ira dans une 4e République. Oui. Moi, je trouve qu'à un moment donné, non. On peut faire juste quelques réformes constitutionnelles. On n'a pas besoin forcément d'entrer dans une nouvelle république. Mais quand il parle de renaissance, c'est ça ça donne l'impression. Le projet, c'est la renaissance, évidemment. Mais est-ce que pour renaître, on est obligé de tout balayer? C'est là la question. Est-ce que pour renaître, on est obligé de tout balayer du revers de la main? Parce que refaire une nouvelle république, ça veut dire que agir sur la loi fondamentale du pays et en profondeur, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est pas utile. C'est pas utile. On a déjà des éléments qui, pour moi, déjà tracent les sillons d'une république qui soit une république moderne. Il faut juste faire des correctifs et puis on évolue. On n'a pas besoin pour ça de faire une autre république. Donc, c'est ce que je veux dire. Maintenant, je salue aussi ici l'élection du jeune Afélé, qui devient le président de la jeunesse. Un jeune étudiant vraiment qui est très brillant, que j'ai eu à côtoyer, avec qui j'ai échangé quand même, que je félicite ici au passage. Et moi, je pense que ça, c'est un très bel exemple. Vraiment, aujourd'hui, je pense que de tous les partis politiques, sans vraiment être, je vais dire, au risque de me tromper, je pense que c'est vraiment le jeune des jeunes de tous les groupements de jeunesse, en tout cas au niveau des partis politiques. Les écologistes, la présidente des jeunes. On ne va pas faire un débat là-dessus, messieurs. A fait moins que ça. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Élisée pour votre point. Merci Herman. Alors, de Yamoussoukro, je vous envoie directement, on pose nos valises à Akouedo. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout à cause justement de cette découverte macabre. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le procureur a dû même faire une sortie pour dire attention, il ne s'agit pas du nombre annoncé, on parlait de 200 comme certaines personnes le laissaient croire dans des publications, mais il s'agirait plutôt de morner un avorton. Il s'agit plutôt de morner un avorton, 10 fibromes, 3 hernies étranglées, un sac contenant, enfin bref, ce qu'on pourrait appeler des déchets médicaux et anatomiques. Voilà, dans le jargon, c'est le bon terme. Alors, c'est une découverte qui ne fait pas plaisir parce que ça fait froid, ça donne froid dans le dos. Aïcha, j'aimerais commencer par vous. Quelle problématique, justement, cela appelle la découverte de tels déchets, justement, dans une décharge publique, Aïcha? La problématique, évidemment, du traitement des déchets sanitaires, qu'on appelle aussi déchets biomédicaux. Merci. C'est assez problématique. Je me suis renseignée justement pour savoir ce qui était de mise en termes de gestion. Donc, je suis tombée sur le plan de gestion des déchets sanitaires dont la dernière version a été publiée le 19 juin 2023. Et il est assez inquiétant. Je dis inquiétant parce que c'est un plan un peu défaitiste. C'est-à-dire qu'on nous dit à chaque paragraphe quasiment que c'est insuffisant, en fait, tout ce qu'on propose actuellement et que les règles ne sont pas suivies. Un petit passage rapidement. Les districts et établissements sanitaires ne disposent pas tous de plans d'action et de procédures internes de gestion des déchets sanitaires. Ils préfèrent évoluer, c'est entre guillemets, en solitaire, que de s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale de polarisation. En gros, chacun fait un petit peu comme il peut ou comme il veut. Un autre passage sur le secteur privé, qui lui n'est pas du tout contrôlé, semble-t-il. On nous dit l'intervention du secteur privé dans la gestion des déchets sanitaires reste encore à l'état embryonnaire, malgré les expériences réussies dans le secteur et les possibilités de financement offertes, etc. C'est assez inquiétant.
Christelle. Voilà. De sources officielles, on m'a quand même, de sources officielles, j'ai quand même demandé la procédure normale. On m'a rassuré qu'il s'agissait d'incinération en principe. Donc on doit brûler ces déchets-là, les déchets qu'on appelle les pièces anatomiques aussi. Et au cas où les hôpitaux publics ne sont pas équipés d'incinérateurs, elles sous-traitent dans le privé. Donc en principe, il y a une marche à suivre. Je rappelle qu'il y a eu un précédent. Oui, un précédent en 2022, à Yopougon, GESCO précisément, dans une décharge. Donc ce n'est pas la première fois, mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. C'est quand même anecdotique. Donc c'est assez inquiétant. Et j'espère que l'opération Zéro Clinique illégale d'ici 2025 avance à grands pas. Elle a été lancée par l'État il y a quelques années, il me semble. Très bien, Herman, votre commentaire justement sur la situation. L'état des lieux a été déjà positionné. Quel est votre commentaire? Moi déjà, je voudrais insister auprès des populations qu'il ne s'agit pas des faits de trafic d'organes, comme les supputations aux premières heures de cette découverte-là, on peut l'indiquer ou même faire penser. C'est déjà bien. On arrive maintenant, ça veut dire qu'à un problème de gestion des déchets biomédicaux. Et je trouve que c'est grave lorsqu'on écoute ce que Aïcha Crépi disait tout à l'heure concernant la stratégie globale qui n'est pas respectée. Apparemment, chaque centre hospitalier fait ce qu'il a envie de faire. Et cette absence de stratégie de gestion ils ont des incinérateurs en réalité. Ceux qui n'en ont pas sous-traitent au privé. Ce n'est pas seulement des incinérateurs. Il y a que la gestion des déchets biomédicaux obéit à un process. Il y a des étapes dans la gestion. Comment est-ce que même on collecte ces déchets-là? Comment est-ce qu'on les trie? Comment est-ce qu'on les évacue, on les élimine? Et ce qui est d'autant plus grave pour le secteur privé, c'est qu'on a les centres de santé privés qui sont dans nos quartiers et on s'imagine comment est-ce que comment on appelle là, ces centres de santé-là ne réagissent pas par rapport à ce problème. Donc c'est inquiétant. Dans tous les cas, cette problématique nous invite à inviter ici sur ce plateau un responsable du ministère de la Santé, voilà, à l'effet justement de venir éclairer les lanternes des populations sur la gestion des déchets médicaux et anatomiques. C'est important de venir nous dire comment ça se passe et quelle est la réglementation en vigueur. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Live TV de partout en Côte d'Ivoire, des 322 362 km². Nous vous portons dans notre cœur et merci en tout cas de nous suivre partout en Côte d'Ivoire. Nos amis sont toujours là, Herman, Aïcha, Élisée, Daouda. Nous a rejoint en plateau M. Doumbia Brahima. Il est le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP. Avec lui, on parlera justement de la révision de la liste électorale. Quelle est la vision du RHDP justement? Comment arriveront-ils à gérer le défi de la mobilisation? Monsieur Doumbia Brahima, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors dites-nous, comment est-ce que le RHDP aborde cette opération de révision de la liste électorale démarrée depuis le 19 octobre 2024? Bien, le RHDP depuis le mois de mai a commencé à préparer la révision de la liste électorale en procédant d'abord par l'identification de ce que nous appelons les primo-votants. Donc ceux qui ont l'âge de vote, mais qui ne sont pas sur la liste électorale. Donc cette activité a continué jusqu'au moment où la Commission électorale indépendante a lancé la révision le 19 octobre dernier. Et le RHDP, à travers l'ensemble de ces structures, a demandé de faire le porte-à-porte pour faire en sorte que les nouveaux puissent aller s'inscrire sur la liste électorale. Et ce travail continue. Très bien. Daouda, question. Monsieur Brahima, moi j'ai envie de mettre... j'ai dit c'est Brahima, j'ai dit c'est Monsieur Doumbia Brahima, c'est bien ça. Tout à fait. Moi j'ai une question directe pour vous, je mets le pied dans le plat. Parce que j'avoue que je suis un peu mal à l'aise quand je sais que le PDCI se plaint de la liste électorale et de la CEI. Le PPACI se plaint de la liste électorale et de la CEI. Pratiquement tous les partis politiques en Côte d'Ivoire se plaignent de la liste électorale et de la CEI, sauf le RHDP. Qu'est-ce que vous y gagnez à ne pas avoir de problème avec la liste électorale, concrètement? M. Brahima. Bien, je ne sais pas ce que vous appelez problème
avec la liste électorale. Vous savez que la constitution de la liste électorale obéit à un processus. Les plaintes dont vous parlez, certains ont dit qu'il y a des gens qui sont sur la liste et qui ne devraient pas y figurer. OK, soit. Dans le processus d'élaboration de la liste électorale, il y a une phase qui est prévue pour examiner, consulter, contrôler, vérifier la liste électorale. C'est ce qu'on appelle le contentieux. Et ce contentieux, il est bien défini par les articles 11 et 12 du Code électoral. Pendant que nous sommes dans le processus donc, de révision de la liste électorale, lorsque la collecte des données va finir, la CEI va publier, elle va rendre la liste publique. Ça va être affiché dans tous les lieux de vote. Et tous les 8 millions d'Ivoiriens qui sont déjà sur la liste électorale, en plus de ceux qui vont venir s'y ajouter, devront se déplacer pour aller regarder s'il y a des morts dessus. S'il y a des morts dessus, ils signalent à la CEI. S'il y a des gens qui ont été omis, ils signalent à la CEI. S'il y a des coquilles, ils signalent à la CEI pour être corrigés. S'il y a des gens qui ont été inscrits de façon indue et qui ne devraient pas y être, ils apportent la preuve à la CEI et la CEI corrige. Donc nous disons, inscrivons-nous dans ce processus. Nous ne disons pas que la liste est parfaite, mais nous disons, nous avons une liste électorale, ne passons pas le temps à la discréditer parce que ce sont des Ivoiriens qui sont dessus. Maintenant, qu'il y ait des imperfections, c'est compréhensible, mais ces imperfections, il y a le mécanisme pour le corriger. Pourquoi ne pas s'inscrire dans ce mécanisme? Est-ce que là, ce ne sont pas les éléments du langage? Est-ce que ce n'est pas les éléments du langage de la CEI que vous venez de nous sortir là, trait pour trait, comme si vous travaillez à la CEI, M. Doumbia? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Vous savez, la commission électorale indépendante, parce que vous avez dit que les autres ont des problèmes avec la commission électorale indépendante et que le RHDP n'a pas de problème avec la commission électorale indépendante. Le RHDP ne souhaite pas avoir de problème avec la commission électorale indépendante. Pourquoi? Parce que c'est la commission que les Ivoiriens se sont donnée. Et chaque fois, et je voudrais vous dire que la commission qui est là ce n'est pas une création du RHDP. Cette commission a été mise en place le 19 octobre 2001. Et depuis lors, jusqu'à maintenant, on ne fait qu'apporter des améliorations. Le RHDP est arrivé au pouvoir, le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2010, donc 2011. Il y a eu des modifications, mais ces modifications ont été toujours le fruit de débats, de rencontres, de consensus entre les différents acteurs politiques et de la société civile. Dès lors que nous nous mettons d'accord sur quelque chose, mais nous nous engageons à fond pour l'appliquer. Si en cours de chemin, on trouve qu'il y a des possibilités d'améliorer, mais on améliore ensemble. Mais on ne se met pas d'accord sur une mouture et après, on vient rejeter cette mouture. Donc, nous, on ne comprend pas cette manière de faire. Très bien. Élisée, question? Monsieur Doumbia, pratiquement 3 semaines après le début de l'opération, le constat fait par la CEI, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement d'engouement. Là où il était attendu environ 4500 récurrents, on n'a même pas atteint le million après 3 semaines, au point où on proroge d'une semaine supplémentaire. Au 17. Qu'est-ce qui explique, selon le RHDP, cette situation où il n'y a pas de bousculade, c'est d'autant plus que le RHDP s'est fixé au moins faire enrôler environ plusieurs millions de personnes. Environ, je crois, autour de 2 ou 3 millions éventuellement, si on pouvait le faire. Sur le e-militant. Hein. Donc, voilà, sur le e-militant. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas atteint ce nombre ou bien qu'il y ait ce désamour en réalité? Est-ce que d'abord vous faites ce constat? Si oui, selon vous, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui explique ça? Bien, nous faisons effectivement ce constat. Je voudrais indiquer que l'objectif que le RHDP s'est fixé, c'est environ 1 200 000. Ok, d'accord. Et effectivement, on n'atteint pas cet objectif, puisque au niveau national, on n'est pas encore à 1 million. C'est ça. Et donc, nous avons tous constaté ce que la CEI a constaté. Quelles sont les raisons, justement? Alors, il y en a plusieurs. Je peux dire qu'il y a plusieurs facteurs. La première raison objective que je note, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux électeurs qui n'ont pas de pièces. Les primo-votants. Les primo-votants n'ont pas les pièces qu'il faut pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons identifié une bonne partie. Et quand on regarde, tu regardes mon tableau, vous avez près de 40%
des personnes qui n'ont même pas d'extrait de naissance, qui ne sont pas déclarées à l'état civil. Donc, si vous prenez ces personnes et que vous les envoyez, vous les aidez ou vous les orientez vers les officiers d'état civil pour faire la déclaration de naissance, tous ces dossiers vont dans les tribunaux. Les tribunaux vont les examiner et ensuite, les dossiers qui sont validés reviennent chez les officiers d'état civil, être transcrits dans les registres avant que l'extrait de naissance ne soit produit. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Et quand tout ça est fini, il faut engager la procédure d'obtention du certificat de nationalité qui prend également un certain temps. Donc ça, c'est un premier élément qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'affluence. Mais M. juste pour compléter votre réponse, mais il y a une audience foraine qui est en cours depuis un moment, qui permettait d'établir les extraits de naissance. Oui. Pourquoi n'avoir pas saisi cette opportunité et c'est maintenant que vous le faites? Je ne sais pas. Non, je vous dis d'abord, il faut connaître quels sont ceux qui sont dans cette situation. Okay, une fois que vous les avez connus, ensuite, vous envoyez les dossiers dans les tribunaux, au niveau des officiers d'état civil, c'est-à-dire dans les sous-préfectures et les mairies. Mais il se trouve que tout le monde le fait. Donc, il y a des engorgements. Il y a des engorgements dans les mairies, des engorgements dans les sous-préfectures, des engorgements au niveau des tribunaux où il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, je peux dire qu'il est lié aussi au discours politique. C'est-à-dire? Au discours politique, vous avez parlé tout à l'heure de certains qui discréditent la liste électorale. Il y en a qui discréditent la commission électorale indépendante. Il y en a qui présentent l'élection comme une activité qui peut aboutir à la mort. Mais après cela, quand vous avez suffisamment effrayé les populations et que ces gens ont pris peur et qu'après vous venez leur demander d'aller se faire enrôler, bon, il y a encore quand même quelques difficultés. Donc, c'est tous ces facteurs mis ensemble qui, à mon sens, expliquent la faible affluence dans les centres d'enrôlement. Sinon, quand on prend effectivement les statistiques de l'INS, aujourd'hui, vous avez à peu près 12 500 000 personnes qui sont en âge de voter. Ben alors, si vous enlevez les 8 millions et 12 000 personnes, donc il reste à peu près 4 500 000 personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. Alors, est-ce qu'au niveau du RHDP, c'est un discours que vous avez porté justement à la CEI, parlant un peu donc, de la difficulté d'obtention des papiers? Est-ce que c'est un projet, du moins un point que vous avez fait au niveau de la commission électorale indépendante? Effectivement, ce sont des points qui ont été portés à la connaissance de la commission électorale indépendante et pour cela, demander un report. Bon, nous remercions déjà la CEI d'avoir répondu voilà, à cette demande de proroger l'opération d'une semaine. On va essayer de faire le maximum pendant cette période-là, de sorte que nous ayons le maximum de personnes sur la liste électorale. Herman? Tout à l'heure, M. Doumbia, vous-même vous avez évoqué les gros challenges qui attendent les requérants, notamment dans l'obtention, le processus d'obtention des documents administratifs qui sont nécessaires à leur actualisation ou bien leur présence sur la liste électorale. Est-ce que vous-même, comme vous voyez ce gros challenge-là, est-ce que le délai ajouté d'une semaine est raisonnable? Et puis, autre chose, qu'en est-il à quand une digitalisation, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation? Parce que les voix aussi s'élèvent pour la digitalisation de tout ce processus-là qui pourrait nous faire gagner du temps et faire en sorte que la révision de la liste électorale, l'inscription sur la liste électorale soit de façon automatique. Que pensez-vous de cela? Maintenant, je voudrais, je pourrais rebondir rapidement. Vous avez dit qu'en 2001, le dispositif, la mouture de la commission électorale indépendante qu'on a jusqu'à maintenant, c'est parti depuis 2001. Et vous pouvez me dire comment est-ce que les différentes structurations ont été faites jusqu'à maintenant. Et pour finir, 23 ans après, si 2001 on a fait comme ça, est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer? Donc, la question de la réforme de la commission électorale indépendante demandée par l'opposition, est-ce qu'elle n'est pas finalement pertinente? On revient sur la première question, Herman. Bien. La première question, c'était de savoir si le délai d'une semaine suffit pour enregistrer tous ceux qui ne le sont pas encore. Je dirais non, ce n'est pas suffisant parce que je vous ai décrit tantôt les problèmes de papier qu'il y a. Oui.
ce n'est pas suffisant. Mais bon, nous demandons à la CEI de proroger. La CEI fait ce qu'elle peut, puisque au regard de ça, il y a un coût. Et donc, la CEI a des contraintes et la CEI explique ces contraintes. Donc, le délai qui va nous être donné, nous prenons ça déjà et nous travaillons en fonction donc, de ce délai. Ensuite, le second point, c'était la digitalisation. Herman. Voilà, l'autre question, c'était la digitalisation. Je ne comprends pas bien ce que vous appelez digitalisation, puisque déjà, dans les centres d'enrôlement, vous avez des tablettes qui sont utilisées, donc qui permettent de faire les enregistrements. Et ça, déjà, on a un début nous sommes en plein dans la digitalisation. Maintenant, si vous parlez de l'enrôlement en ligne, nous voudrons, avant de nous prononcer, il faut que nous comprenions, en tout cas pour ceux qui font la proposition, qu'ils nous disent en quoi ça va consister, quels sont les différents éléments qui constituent le processus. Et à partir de ce moment, on se prononcera. Alors, essayez il termine et vous allez préciser votre pensée justement sur la Voilà, maintenant, relativement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la commission électorale indépendante, je vous prends la loi de 2001 portant en composition, parce qu'en général, les reproches qu'on fait à la CEI, ce n'est pas que le travail de la CEI n'est pas conforme à ce qui est dans le code électoral, mais c'est plutôt par rapport à sa composition. Et je vous lis la composition donc, de la commission électorale en 2001. En 2001, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous avez retrouvé votre point. Oui. On peut revenir sur ce sujet-là, le temps de parler donc d'autres points évoqués par Herman. Si vous voulez bien, le temps de pouvoir trouver votre document. C'est ça. Donc, oui, s'il y a un autre point. Alors, Herman, précisez la pensée de la digitalisation. Non, la digitalisation, ce qu'on disait, il a dit il a déjà répondu, qu'il voulait savoir ce qu'on met dans l'auto, la digitalisation en ligne. Mais la digitalisation en ligne, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'estime que, je l'ai défendu ici, il faut faire confiance à des opérateurs ivoiriens qui puissent nous mettre des solutions, des applications mobiles qui puissent permettre aux individus qui sont en âge de voter, au lieu de faire tout le système pour pouvoir aller jusqu'à un centre d'enrôlement, pour pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral. Et puis, il y a que lorsque quelqu'un a 18 ans, on n'attend pas à ce que lui-même vienne se faire inscrire sur une liste électorale. On peut nous-mêmes le mettre sur la liste électorale. Merci. Monsieur Bragard, allez-vous retrouver votre point? Oui. Voilà, en 2001, la commission centrale, l'article 5, la commission centrale est composée de membres permanents et de membres non permanents. Les autres commissions sont composées de membres non permanents. Les membres de la commission centrale sont un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du président du Conseil économique et social, 2 magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, 2 avocats désignés par le barreau, un représentant du ministre chargé de la Sécurité, un représentant du ministre de l'Économie et des Finances, un représentant du ministre de la Défense, 2 représentants de chaque parti ou groupement politique ayant au moins un député à l'Assemblée nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale. Voilà la mouture de 2001. C'est pas cette mouture-là, c'est pas le RADP, c'est pas le président Alassane Ouattara. On n'avait même pas de député à l'Assemblée nationale. Donc c'était bien une mouture qui a été proposée par le président Gbagbo et qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qui comportait des députés FPI à l'époque et puis donc des députés PDCR. Donc c'est cette mouture qui a organisé les élections de 2001 et ainsi de suite. Et puis après, il y a eu la crise, il y a eu des négociations. Ensuite, donc il y a eu une réforme. Après 2010, après les élections de 2010, il y a eu une réforme. Les représentants des forces nouvelles et tout ça sont sortis. Après, on a fait une réforme. Les religieux sont sortis, ainsi de suite, jusqu'à la mouture aujourd'hui. Jusqu'à celle qui est là. Donc, on nous dit qu'il y a le représentant du président de la République et le représentant du ministre de l'administration du territoire, et que c'est ça qui fait que la commission est déséquilibrée. Donc, vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Très bien. Voilà. Mais en tout état de cause, ce qu'il dit,
le problème, ce n'est pas la composition de la commission électorale indépendante. Il faut voir dans le processus électoral, est-ce que la commission travaille selon les textes qui régissent son travail. Donc, il y a un code électoral qui définit tout ce qui doit être fait par la commission électorale indépendante. Si on trouve quelque chose dans le code électoral qui n'est pas fait par la commission électorale indépendante, ensemble, on va demander à la commission donc, de le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, une démocratie a besoin de démocrates. Ce ne sont pas les commissions, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui refuse ou qui refuse de reconnaître les résultats des élections, ce sont bien les candidats. Et donc, c'est eux qui sont à la base des problèmes. Très bien. Par la commission électorale indépendante. Aïcha, dernière question. Oui, une toute petite question. Vous avez fait le calcul tout à l'heure, monsieur, en disant qu'il manquait environ 4 millions d'électeurs. Mais vous avez dit au début de notre entretien que le RHDP, en tout cas, vous visez 1 200 000. C'est. Pourquoi ce chiffre qui est loin, en fait, de cette réalité de 4 millions, si je ne me trompe pas? Oui, mais parce que nous connaissons l'environnement politique ivoirien. Nous avons l'expérience des élections. Si vous prenez de 2010 jusqu'à maintenant, on n'a jamais atteint 1 million de personnes à l'issue du recensement. Le plus gros chiffre qu'on a pu atteindre, c'est en 2020, où on a atteint à peu près 900 000 personnes en plus. Mais depuis lors, la moyenne, c'est autour de 500 000 personnes. Donc, nous avons 500 000 nouveaux inscrits qui viennent s'ajouter sur la liste électorale. Donc, nous avons fait un calcul parce que nous, notre objectif global, c'est de gagner dès le premier tour. C'est cela. Gagner dès le premier tour et en tenant compte de tous les facteurs que nous connaissons, nous nous sommes dit, si nous enregistrons plus d'1 million de personnes dans les conditions actuelles, donc nous sommes assurés de la victoire. Quelles sont vos difficultés sur le terrain, justement, quand vous allez pour l'enrôlement ou quand vous mobilisez pour l'enrôlement? Bien, c'est ce que je viens de vous indiquer. C'est essentiellement les papiers, c'est-à-dire les documents qu'il faut. Mais les citoyens sont disposés à... Oui, les citoyens sont disposés à aller s'enrôler sur la liste électorale. Mais il faut reconnaître qu'il y a de nombreux jeunes, surtout les primo-votants, qui ne disposent pas de la carte d'identité ou du certificat d'identité. Et pour certains même, de l'extrait de naissance. M. Doumbia, sans vouloir trahir un secret, sur l'objectif des 1 200 000 qui était attendu par le RHDP, vous êtes à quel pourcent actuellement? Vous êtes à quel marge actuellement? Élisée n'avait pas la parole, c'était Daouda qui devait la prendre. Allez-y, Élisée. Il a fini de poser la question. Non, je demandais si l'objectif des 1 200 000 que vous deviez, qui était l'objectif, vous êtes à quel niveau, à quel ratio à ce jour? Si c'est sans trahir de secret, hein, bon. Donc, permettez que, en tout cas, nous sommes à un chiffre assez élevé. Parce qu'il y a deux étapes. Oui. La première étape, c'est de les identifier, de les connaître. Et ça, nous avons un grand nombre et on n'est même pas loin du million. Okay. Ah, d'accord. Maintenant, l'autre étape, le challenge, c'est de pouvoir les mettre sur la liste électorale. Et c'est en ce moment que le problème de documents constitue un frein. Voilà, un élément qui ralentit, qui freine. Et ça, c'est là que Est-ce que vous avez une synergie au niveau de votre parti, justement, pour faire accélérer justement l'obtention des documents de ces primo-votants que vous recherchez? Oui, les responsables politiques à tous les niveaux s'activent, mais l'administration ivoirienne travaille pour tous les Ivoiriens. Bien sûr. Donc, tous les dossiers se retrouvent dans les juridictions, dans les mairies, dans les sous-préfectures en même temps. Et donc, ça constitue un goulot d'étranglement. On termine avec juste un petit point de Daouda. Juste un petit point. À l'aune de tout ce que vous avez eu comme information concernant la liste électorale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le RHDP s'est dit qu'au premier tour, nous, on gagne un coup KO? Première question. Deuxième question, très rapidement, vous avez parlé de la composition de la CEI. Deux questions. Oui, très rapidement. Parce que les gens se plaignent de la CEI au niveau local quand on dit que le RHDP se concentre au niveau des bureaux politiques, du bureau de la CEI au niveau local. Est-ce que vous n'avez pas plus de poids que les autres au niveau là-bas? On est bien obligé de terminer sur ça. D'accord, rapidement, vous avez dit la première question... À l'aune des informations, vous ne pouvez pas dire que vous allez passer au premier tour. Nous, je veux dire, gagner les élections,
ce n'est pas seulement avec les personnes que le RHDP met sur la liste électorale. Le RHDP a un bilan, le RHDP a un projet qui est, que les Ivoiriens ont apprécié, qui change le quotidien des Ivoiriens et qui fait évoluer la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce projet porté par le président Alassane Ouattara qui va faire que le RHDP va gagner dès le premier tour. Ensuite, l'élément que vous avez donné, le RHDP ne domine pas les bureaux de la CEI. Au niveau local? Oui, au niveau local. Donc, il n'y a pas de relance, les bureaux sont composés par 3 personnes. C'est-à-dire, quand vous avez le président, le vice-président et le secrétaire. Et la commission électorale indépendante a fait en sorte que toutes les tendances soient représentées. Si le président est du RHDP, le vice-président est de l'opposition et le secrétaire est le représentant de l'administration. Donc ce sont ces 3 qui composent les bureaux et toutes les commissions électorales locales, sur le territoire national, sont composées comme ça. Donc nous sommes tous dans le bureau et je vous dis que ce n'est pas le président qui prend la décision, mais ce sont les commissaires, c'est l'ensemble des commissaires qui prennent les décisions naturellement sous la supervision d'un commissaire central, parce que chaque commissaire central supervise une zone. Très bien. Alors, votre mot de fin et on termine. On a pris quelques minutes. Non, pas de questions, je vous en prie, parce que le temps imparti à l'émission est arrivé à son terme. Mot de fin, s'il vous plaît. Bien, c'est de vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour échanger rapidement sur le processus électoral et puis demander à nos responsables politiques de continuer la mobilisation, de continuer le ratissage, de demander à nos femmes, nos jeunes de faire le porte-à-porte et d'aller partout, encadrer les primo-votants pour qu'ils aillent s'inscrire et mettre à profit cette période-là, cette semaine additionnelle pour mettre le maximum de personnes sur la liste électorale. Merci beaucoup, M. Doumbia Brahima. Vous êtes le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP. On parlait donc avec vous de la révision de la liste électorale et de justement le process qu'utilise le RHDP pour avoir ses militants ou ses sympathisants inscrits sur cette liste-là. Merci d'être venu. Et merci de nous avoir suivis. Merci les amis, Élisée, Daouda, Herman, Aïcha. Merci à vous de prendre votre temps tous les jours de 19h à 20h30. Voilà, de nous suivre. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.